mot façonne le monde, c'est une somme d'une petite expérience dans la diplomatie sénégalaise. 33 ans de diplomatie, quelques années au ministère des Affaires étrangères, à la mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies, puis 24 ans à la présidence comme conseiller diplomatique des présidents Wade et Sall. Donc c'est une somme un peu de ces années passées particulièrement à côté de deux grands chefs d'État, deux présidents. J'ai essayé de voir un peu le discours, comment il naît, comment il se développe, donc de l'écriture jusqu'au prononcé. Et les différentes étapes, mais également essayer d'interpréter, d'analyser et d'interpréter quelques grands discours qui ont marqué le monde. La trame de cet ouvrage, Les mots façonnent le monde, discours et diplomatie, c'est d'essayer d'expliquer que le discours, quand il porte une vision, quand il exprime un message, il influence effectivement le monde. Donc j'ai essayé de voir un peu de façon pédagogique à partir de quelques grands discours qui ont marqué l'histoire, que vous verrez certainement dans le texte. Et l'un d'eux, c'est un discours tiré, quand je dis discours, c'est discours au sens large. Donc tiré de ce que j'appelle, ce qui est convenu d'appeler les recommandations de Thierno Souleymane Baal. 1776, la révolution théocratique au Fouta. Donc on est passé du régime des Satigui, de Koli Tengela, au régime des Almami. Donc j'essaie de voir un peu à travers ces discours, leur quintessence, ce qu'ils portent et comment ces discours impactent le sort des peuples. Donc j'ai sélectionné quelques discours, parmi lesquels donc, un discours de bien chez nous, mais également plus tard, vous avez l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ça fait à peu près 5 minutes de lecture, mais on a vu un peu quelle a été la portée du discours de l'appel du 18 juin sur le sort du peuple français, notamment qui a permis à la France de résister et puis d'appartenir comment ça s'appelle, aux puissances qui ont été les puissances vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires dans le monde, on peut les trier. On peut également rappeler le discours de Mandela lors de son procès à Rivonia, 1963 ou 64, je ne me souviens plus. Ce qui est important, c'est qu'à l'issue de ce procès, il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. 27 ans plus tard, il est libéré. Il a prononcé exactement, pas mot à mot, mais le même discours dans la force. Donc pour dire que si les circonstances qui prévalaient il y a 27 ans, 30 ans prévalent encore, nous referons la même chose pour vaincre l'apartheid. Donc c'est un peu ces discours que j'ai essayé d'analyser et puis plus loin, essayer de voir à partir de la petite expérience que j'ai eue à la présidence, comment, c'est ce que j'appelle un peu l'atelier du discours, comment le discours il naît, donc de l'écriture jusqu'au prononcé. Aujourd'hui, prononcé à travers en lisant le papier ou même le téléprompteur, etc., etc. Donc voilà comment le discours il prend forme, qu'est-ce qu'il inspire, qu'est-ce qui fait que, passez-moi l'expression, un discours il fait mouche ou il ne mord pas, ainsi de suite. Voilà, un peu la quintessence. Et puis le reste aussi, c'est parce que c'est discours et diplomatie, je n'oublie pas cette partie de diplomatie, la diplomatie bilatérale, la diplomatie multilatérale. Et pour ce qui concerne la diplomatie multilatérale, j'explique un peu que la diplomatie, c'est le temps long. Donc ce n'est pas une génération spontanée de documents qui viennent, ça prend du temps pour les négocier. Parfois c'est des dizaines d'années, 3 décennies, ainsi de suite, parce que c'est le monde qui est ainsi fait. Les États sont indépendants et souverains, ce sont plusieurs volontés qui se rencontrent. Et pour les mettre en forme, les traduire ces volontés-là en droit positif, quand même c'est assez difficile. L'exemple typique que j'ai donné, c'est le droit de la mer. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ça fait à peu près 300 et quelques articles. Donc c'est presque un livre. Et puis ça a pris des années et des années pour les négocier. Si mes souvenirs sont bons, c'est pratiquement 21 ans depuis le lancement des négociations jusqu'à l'entrée en vigueur. On dit que parfois la diplomatie, oui, c'est trop de paroles, etc. Mais quand plusieurs volontés souveraines, indépendantes se rencontrent, c'est le temps long. Il faut négocier, arriver à un compromis pour ne pas prendre les armes. Un peu la définition des discours, ce que j'appelle la définition des discours, le narratif, le discours explicatif, ainsi de suite. Et puis après aussi passer un peu aux différentes formes d'écriture que nous avons. Parfois on écrit en solo, quelqu'un écrit dans un cabinet par exemple, quelqu'un est désigné pour être le rédacteur. Et puis dans d'autres traditions nationales,
c'est une équipe qui est chargée, par exemple, au niveau d'un cabinet présidentiel ou ministériel, d'écrire un livre, ce qui demande un discours, qui demande un travail de coordination. Je pense que c'est le contraire que j'ai dit. J'ai dit que la souveraineté, c'est ça. La souveraineté des pays, c'est-à-dire que le pays il est indépendant, il prend ses décisions, ainsi de suite. Par contre, le souverainisme, c'est l'exagération de la souveraineté. Et ça ne peut pas marcher. Donc j'ai dit la souveraineté, les pays sont... Heureusement qu'il y a le principe de souveraineté, c'est ce qui permet qu'un pays ne peut pas venir violer votre espace territorial. En tout cas, s'il le fait aussi, ce n'est pas suivant le droit. Il a violé le droit en violant votre territoire. C'est ce qui nous permet de vivre. Et j'ai expliqué que la souveraineté, elle est importante du moment où, par exemple, si vous dites que, bon, écoutez, nous sommes de tout petit pays, on n'est pas souverain, on n'est pas indépendant, mais le jour où, par exemple, vous avez un candidat, vous allez à l'Assemblée générale des Nations Unies avec le vote égalitaire des États, un État, une voix. Mais c'est là que vous vous rendrez compte que la souveraineté, ça existe. Donc les États se déterminent en fonction de leur souveraineté. Non, c'est une réflexion globale. Honnêtement, ce n'est pas une réflexion dirigée contre une situation particulière. Moi, je réfléchis au plan global dans le monde. Donc le souverainisme, vous l'avez un peu partout, sur tous les continents et à travers tous les âges. Donc ce n'est pas une conception, un concept né au XXIe siècle, c'est un vieux concept. Et donc appliqué, disons, pratiqué dans tous les continents. Donc je ne vise pas une situation particulière. Ce livre, c'est une réflexion globale, donc qui ne vise personne, mais sur les concepts, ce qu'il faut constater, c'est ça. Il n'y a pas une souveraineté absolue. On peut parler d'interdépendance, de complémentarité, etc., etc. Prenons l'exemple de l'aviation civile internationale. Par exemple, quand les avions survolent notre territoire, mais c'est parce qu'il y a une convention internationale. Il veut que nous sommes maîtres sur notre territoire national, la surface terrestre, mais également l'aérien, la surface aérienne qui relève de notre souveraineté. Donc s'il n'y avait pas une convention internationale qui régente tout ça, nos voyages auraient été très compliqués. On peut l'appliquer dans beaucoup d'autres domaines. Donc c'est pourquoi on a toujours besoin, les États, ils ont toujours besoin les uns des autres. Grands ou petits, entre guillemets, quand je dis grands ou petits.